Merci à tous. Je voulais tout d'abord bien sûr remercier Jean-Paul Chagnolot et l'équipe de l'IREMO de nous recevoir aujourd'hui dans cette belle salle et belle librairie avec laquelle on collabore. Les éditions Goettner, comme M. Chagnolot vous l'a dit, est une maison centenaire maintenant qui s'occupe d'études orientales. Et c'est dans le cadre de cette maison qui est d'érudition qu'on a porté un projet. Je voulais remercier aussi Carole de m'avoir fait confiance pour la deuxième fois, puisqu'on avait commis un premier collectif à l'occasion du centenaire qui s'intitule De la Grande Guerre au Grand Liban, pour comprendre un peu la genèse de la construction de ce pays. Et donc cet ouvrage-là, collectif aussi, on a mis à peu près 3 ans, je crois, Carole, pour faire aboutir ce beau projet qui me tenait à cœur. Donc, j'avais lancé l'idée dans le cadre de l'association des Amis de la Bibliothèque orientale qui nous regroupait. Et on s'était dit, voilà, il y a des relations, bien sûr, politiques, diplomatiques, il y a des controverses, mais il y a aussi des aménités, et il y a une amitié qui n'a pas discontinué, et on avait envie de mettre en avant une polarité libano-française à travers des mémoires, en prenant des binômes qui pouvaient être deux personnalités phares dans une discipline, et je vais vous citer un peu les disciplines et les personnes, ainsi que les auteurs, et ça pouvait être aussi des lieux. C'est pour ça qu'on a intitulé cet ouvrage Des liens et des lieux. Donc c'est un ouvrage qui a compris une dizaine d'articles. Il a été préfacé par Daniel Rondeau, et on l'en remercie, qui est un autre amoureux du Liban. Euh, et donc, je vais commencer peut-être juste par la partie plutôt culturelle, parce que je crois que aujourd'hui, on va axer plutôt notre discours sur l'aspect historico-politico-diplomatique. Et parfois, la culture est un parent pauvre, mais parfois, on en a eu aussi un peu l'exemple avec la nomination de notre ministre de la Culture, qui fait un formidable pont aussi entre le Liban et la France. Voilà. Donc, donc l'ouvrage est constitué donc par une première note de l'éditeur que j'ai commise, puis par une préface de Daniel Rondeau, comme je vous le disais, et une introduction de Carole Darrege. Et nous avons donc pour la partie culturelle abordé donc des thèmes comme l'archéologie, l'architecture, la littérature, la musique, l'éducation. Et pour la partie donc plus historique et diplomatique, je pense que c'est la grande partie de l'ouvrage. Donc on a Zena Saleh Kayale qui a travaillé sur Georges Saint-René Taillandier et Wadia Sabra sur la diplomatie et la musique. Wadia Sabra qui était fondateur du conservatoire et qui était un grand francophile. Dans le domaine de la littérature, Jean-Marc Feuvret a commis un très bel article sur Georges Chad et Gaëtan Picon, sur une amitié libano-française, avec la fondation aussi de l'École des Lettres, qui est aussi une grande institution qui a beaucoup donné, notamment avec un autre personnage comme Gabriel Bounour, où notre regretté Gérard Khoury avait fait un ouvrage qui s'appelle Verger d'exil sur Gabriel Bounour. Dans le domaine de l'éducation, Chantal Verdeil a travaillé sur un lieu et une personnalité, une femme, Victoria Khouzami, donc qui a fondé la Maison du Liban à la Cité universitaire à Paris. Moi-même, j'ai travaillé sur le Beyrouth des Cochards, et je l'ai intitulé Le plan manqué d'une rationalité française. On pourra en reparler dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, et aussi un petit peu de l'archéologie, voir un peu les contradictions d'un. Donc j'ai mis en regard en fait un lieu, Beyrouth, et un architecte écochard. Et dans le domaine de l'archéologie, il y a Anne-Marie Maïla Afesh et Rolf Staki, qui ont travaillé sur deux grandes figures de l'archéologie, l'émir Maurice Chahab, qui a été à la tête de la direction des antiquités du Liban et qui a fait vraiment une grande œuvre, et qui était un petit peu l'alter ego d'un autre grand archéologue, Maurice Dunant, qui a beaucoup travaillé au Liban.
Alors, pour en arriver, disons, au morceau de choix, et puis je passerai la parole à Carole, et donc Stéphane Malsagne a travaillé sur Ahmad Daou, architecte majeur de la relation franco-libanaise après l'indépendance, et nous avons donc deux voix de la diplomatie française. Yann Bouira, qui a travaillé sur un diplomate en temps de crise, Prosper Bourré, sur la question égyptienne qui concerne le Mont Liban, et nous avions donc un autre, donc on a Antoine Hkayem qui avait travaillé sur les artisans de la constitution libanaise. Alors, Antoine Hkayem et Carole Daher ont commis deux articles plutôt juridiques, mais juridico-politiques, on va dire, pour ce qui concerne Antoine Hkayem. Donc, c'est sur la constitution libanaise, Paul Boncourt, Henri de Jouvenel et la commission indigène, et on voit comment Paul Boncourt donne un autre ton de la diplomatie que Prosper Bourré, sur lequel a travaillé Yann Bouira, qui avait une totale autre approche, une approche stratégique et pragmatique d'un côté et une approche plutôt humaniste de l'autre. Et je pense que la France a parfois eu cette double approche de la diplomatie au Liban par des personnages sur le temps long, on va dire. Voilà. Et donc, Carole a donc commis un article sur Najib Abou-Souan et Paul Huvelin, ou la mise en place d'un état de droit. Donc cet ouvrage questionne en fait puis Clotilde de Fauchécourt, j'ai oublié de la citer, elle a travaillé sur le pacte national et sur ce traité qui aurait dû voir le jour, qui était un traité franco-libanais sur Damien de Martel, Émile Aidé et Paul Viennot. Bon, je suis désolée, je les ai donnés un peu en désordre, mais c'est pour dire que à côté de la culture, il y a donc cet aspect diplomatique et historique et politique sur lequel on va s'appesantir, et je vais passer directement la parole à Carole pour nous introduire un petit peu une histoire. Toujours recommencer. Voilà, on recommence. Merci. Ah, pardon. Oui. Merci beaucoup, Mira, pour cette présentation et surtout la production de cet ouvrage dans lequel tu t'es impliquée, ainsi que la maison d'édition Goettner, une maison orientaliste par excellence. Et il est difficile, c'est vrai qu'avec cette présentation, il est quand même difficile d'embrasser entièrement la richesse et la complexité de la relation franco-libanaise. Elle est dans toutes les dimensions, elle est unique. Il ne s'agit pas seulement en fait de définir et de cerner, de tenter de cerner cette relation. On en a tellement dit, écrit et chanté et loué sur tous les tons depuis des siècles. Et tant il est vrai qu'elle est privilégiée dans tous les domaines, culturels, diplomatiques, économiques. Et c'est vrai que il y a au-delà de cette relation, et peut-être l'ambassadeur Duquesne nous le dira tout à l'heure, il y a un aspect affectif. Il est vrai qu'on ne dit jamais des États c'est pas des relations en général qui sont des relations sentimentales, loin de là, mais il y a toujours évidemment des intérêts, des valeurs partagées, et à cet égard, le Liban n'est pas le seul État, loin de là, qui partage des valeurs fondamentales avec la France, ainsi que des intérêts. Cela va au-delà, cette relation. Et on sait qu'à chaque période de l'histoire, les présidents français de la République, quel que soit leur bord politique, ont trouvé des mots, non seulement sur le plan des termes politiques et diplomatiques, mais vraiment les mots qui viennent du cœur. Le dernier en date étant évidemment le président Macron, qui, au lendemain de l'explosion du 4 août, s'était précipité au Liban pour témoigner de cette présence affective, affectueuse et pas seulement historique de la France au Liban, et avait trouvé les mots. Lors de son remarquable discours du 6 août à la résidence des Pins, 6 août 2020, où il avait notamment signalé, nos destins sont noués indéfectiblement par les liens du temps, de l'esprit, de l'âme, de la culture, des rêves.
voilà une dimension qui va bien au-delà de tout le concret des relations entre les États et qui se rattache à un inconscient collectif autant qu'à une histoire affective et littéraire qui aurait débuté avec les poètes, avec des Lamartine, des Gérard de Nerval, avec un Barrès qui parlait de voilà une région où plane l'esprit. Voilà, et lorsque le président Macron dit « parce que c'est vous et parce que c'est nous », c'est un peu ça aussi le lien entre la France et le Liban. Cela dit, je tenterai en quelques 10 ou 15 minutes d'essayer de présenter un petit peu l'historique rapide de cette présence française au Levant, comme on l'a toujours appelé et comme on l'appelle encore toujours parfois de temps en temps. À travers 5 phases que je répertorie rapidement. Donc, première phase, la France dans l'histoire du Levant. En fait, le but, c'est un peu d'aller puiser à la source, aux origines de la présence française au Liban. Pourquoi cet intérêt? Pourquoi cette présence est-elle pas seulement affective, bien entendu, mais également vitale, entre guillemets, ou en tout cas nécessaire, importante, quelle dimension elle porte. Donc cette histoire irait jusqu'à près la Première Guerre mondiale. Hein, je la situerai, je n'irai pas jusqu'aux croisades, mais disons à partir d'une certaine présence culturelle concrète, puisqu'elle a commencé culturellement. Et d'où l'importance de ces liens culturels entre la France et le Liban, au-delà du commercial et du politique. Donc jusqu'à la Première Guerre mondiale et la proclamation de l'État du Grand Liban le 1er septembre 1920. Ce que l'on a appelé la tendre mère, qui initialement, traditionnellement, protectrice des chrétiens d'Orient à travers, depuis les capitulations, j'y reviendrai rapidement, tout en ayant cette politique d'ouverture et avec l'Empire ottoman, donc la politique dite musulmane aussi d'ouverture au monde arabe. Donc c'est ça la double politique de la France qui a été suivie pendant des siècles. La deuxième période que je situe va de la période du mandat, c'est-à-dire au lendemain de la déclaration de la proclamation du Grand Liban en 1920, s'instaure la période du mandat français au Liban jusqu'en 1943, donc 23 ans, 1943 avec l'indépendance du Liban. Et cette période, je la définirais comme évidemment la construction d'un État, une période avec le mandat, et Jean-Paul Chagnolot y a beaucoup travaillé sur la présence et les mandats de la France et de l'Angleterre au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'était le mandat? Une sorte de tutelle assignée par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, pour aider des pays plus ou moins, disons, en voie d'acquérir leur indépendance, à grandir et à devenir majeurs. Mais pendant cette période, donc, va s'élaborer et se constituer les fondements de l'État libanais sur tous les plans. Et la troisième période de l'indépendance à 1990, c'est ainsi que je le situe. Encore une fois, c'est une division totalement personnelle et subjective. Mais de l'indépendance à 1990, quelle présence française au Liban? Pourquoi 1990? Parce que, comme vous le savez, de 1975 à 90, nous avons les 15 années de la guerre dite civile du Liban. Et donc aussi, la France y a payé un prix très cher. Ensuite, la quatrième période de la situerai de 1990, c'est-à-dire la fin de la guerre, officiellement, avec les accords de Taïf, à 2005, avec l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri, dont les liens d'amitié avec le président Jacques Chirac étaient notoires et puissants, et puis la révolution du Cèdre qui s'est mise en place spontanément après l'assassinat du président Hariri et qui a entraîné le retrait des troupes syriennes du Liban. Et la cinquième période de 2005 à aujourd'hui. Avec également la crise qui secoue le Liban. Ça, c'est grosso modo le plan rapide. Je parlerai donc de la première phase de la France au Levant, des capitulations jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, elle est marquée par 4 ou 5 points majeurs. Comme je l'ai dit,
la France s'inscrit dans l'imaginaire des chrétiens d'Orient comme étant la tendre mère, et plus particulièrement des chrétiens du Liban et de l'Église maronite, qui est à l'origine de ce lobbying qui a conduit à l'avènement de l'État du Grand Liban. Cette tendre mère, il ne faut pas oublier qu'elle a une politique également, donc à travers les capitulations, elle a obtenu de l'Empire ottoman la protection des chrétiens d'Orient, des lieux saints, donc par extension de tous les marchands français et puis chrétiens, puis les chrétiens vivant en terre du Levant. Cette pratique des capitulations sera observée et renouvelée jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et officiellement, les capitulations seront abolies en 1923 par le traité de Lausanne, donc après la Première Guerre mondiale, abolies par les Turcs, par l'État turc. Donc, grâce à ces relations diplomatique aussi, il faut dire que pendant cette période s'est développé entre la France et l'Empire ottoman aussi des liens très forts où la France était impliquée économiquement dans l'Empire ottoman et il s'est développé également, se sont développées des villes qui sont connues comme étant les échelles du Levant et dont Beyrouth fait partie, comme Alexandrie, Smyrne, et qui vont connaître une diversité ethnique, religieuse, une mixité des peuples et des coutumes, où on retrouve des catholiques, des orthodoxes, des musulmans, des juifs, des grecs. Et donc, il y a cette interaction entre plusieurs mondes. Et le Levant est donc une région où vivent ensemble diverses peuplades et religions et où florissait le commerce. Et c'est de ce Levant-là que va hériter la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous y reviendrons. Donc nous avons déjà cette caractéristique de la présence française. Deuxième caractéristique, la place de l'éducation et de l'enseignement pendant cette période qui a été développée notamment par les missions catholiques, les lazaristes, les jésuites, les capucins, avec l'ouverture d'écoles. Et donc cette influence culturelle et scolaire qui est renforcée forcément par le protectorat religieux va donner lieu notamment à une compétition éducative entre les Français et les Anglais dans cette région. Et les Français et les Anglo-Américains vont donc s'implanter solidement à Beyrouth et ses environs. Et il y aura un réseau d'enseignement en langue française qui va être très développé et influent et qui va produire les élites libanaises et syriennes aussi à cette époque, qui vont exercer un rôle dominant dans l'économie, dans l'administration, les professions libérales et la politique, bien entendu. L'enseignement supérieur prend son essor également avec la compétition que se livrent les missions protestantes américaines et les congrégations catholiques françaises. Nous allons avoir donc la fondation du Syrian Protestant College qui va devenir l'université américaine en 1866, immédiatement suivi par la création de l'USJ en 1875. Et donc, il y a aussi les premières imprimeries et une activité éditoriale qui se développe, des journaux qui sont créés à Beyrouth et au Caire, où les intellectuels libanais vont donc participer à la renaissance arabe, la Nahda, la fameuse Nahda culturelle du monde arabe. La troisième caractéristique de cette présence, c'était la place commerciale. Elle a démarré essentiellement par la culture de la soie. Ça a commencé dès le XVIIe siècle, sous l'émirat du Liban, pendant 4 siècles avant la naissance de l'État libanais, il y avait des émirs, des princes à la tête du mont Liban. Et dans ce mont Liban, essentiellement, c'était la culture de la soie. Le mûrier recouvrait 90% des versants du mont Liban. Et donc, cette culture de la soie à laquelle ont participé des grandes familles lyonnaises, et qui se sont implantées avec des filatures dès le 19e siècle menées par les frères Portalis dans le Mont Liban. Ces liens de soie vont créer avec Lyon essentiellement, qui seront à l'origine de la fondation de l'université Saint-Joseph. Je parle notamment de Paul Huvelin dans l'ouvrage cité, qui est le fondateur ou disons à la base de la création de la faculté de droit à Beyrouth, alors qu'il était filiale de l'université de Lyon. Et puis on a bien entendu le port de Beyrouth qui va être aménagé pour ce commerce grâce à des capitaux lyonnais d'ailleurs. Des agences de transport maritime vont voir le jour. Et puis nous avons des vapeurs. Après les voiliers, c'est les vapeurs qui transportent la soie vers Marseille, premier port de France.
Donc nous aurons, comme l'a si bien dit le poète Salah Stétier, la soie aura introduit en quelque sorte la langue française au Liban, comme le célèbre si poétiquement donc Salah Stétier dans un beau texte qui s'appelle L'enfant et l'enfant de soie. Et le développement des infrastructures va se poursuivre grâce aussi à ces capitaux français. Donc, nous avons en 1857 le comte de Pertuis qui obtient une concession ottomane pour une route carrossable qui sera achevée en 1867. Et ce sera la fameuse route de Beyrouth à Damas, qui est donc l'œuvre d'un consortium de plusieurs compagnies françaises de chemin de fer. Donc, on a également les chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée qui s'impliquent. Et donc, cette expansion économique et industrielle qui est française, qui est à son fait, c'est à cette époque que également Ferdinand de Lesseps est en train de créer ou de construire le canal de Suez en Égypte. Donc, on est au fait de cette influence et de cette pénétration française économique au Levant et en Égypte. Et donc, nous avons des établissements bancaires qui vont s'établir à Beyrouth, comme le Crédit Lyonnais, la Banque impériale ottomane, où les capitaux français étaient majoritaires, la Banque de Salonique, etc., à la suite des maisons lyonnaises qui finançaient donc la soie, comme la Veuve Guérin, la maison Veuve Guérin et Fils. Donc, Beyrouth devient un centre financier et bancaire important. Les capitaux français y sont majoritairement présents, et dans les domaines des communications avec le développement du réseau routier, ferroviaire, maritime, etc. Donc une ligne de tramway qui se crée, puis c'est ainsi que les représentations diplomatiques des grandes puissances vont commencer à s'y installer, sachant que le premier consulat français au Levant, c'était à Saïda, sous l'émirat libanais, et donc au XIXe siècle, bien entendu, ça va être transporté à Beyrouth, qui émerge comme capitale économique et diplomatique dans la région, ainsi que capitale des loisirs qui vit à l'heure française avec l'avenue des Français, la forêt des pins, etc. Enfin, à travers cette présence économique, on va voir le rôle des chambres de commerce de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, de Grenoble, qui vont notamment faire pression sur le gouvernement français avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale pour inciter à ce que la France établisse son mandat au Levant et en Syrie. Donc lorsque la Première Guerre mondiale va se terminer avec la chute de l'Empire ottoman et découvrant quand même une véritable hécatombe dans le Mont-Liban où la grande famine a décimé le tiers de la population qui était essentiellement chrétienne. Et on va avoir également, bien entendu, la Première Guerre mondiale se termine avec un génocide des Arméniens qui a eu lieu pendant cette période, donc sous l'Empire ottoman. Ces populations vont accueillir la France comme une puissance qui vient au secours, qui vient accorder sa protection. Et d'ailleurs, les premières missions seront des missions de sauvetage mises en place par l'armée française, de sauvetage humanitaire des populations qui ont été très touchées. Bien entendu, derrière l'arrivée de l'armée française, comme je l'ai mentionné, les chambres de commerce ont beaucoup pesé sur le gouvernement français pour la défense de l'influence française commerciale au Levant. Et donc réaffirmant les intérêts français à l'ouverture de la conférence de la paix en 1919. Et bien entendu, donc c'est à la suite des accords Sykes-Picot entre la France et l'Angleterre que la conférence de San Remo en 1920, à la suite de la conférence de la paix à Versailles, va instaurer les mandats de la Grande-Bretagne et de la France dans la région. Et donc, à la France va échoir le Liban et la Syrie, donc dans le prolongement de cette présence multiséculaire française au Levant. Alors, si l'Angleterre, à cette période, veut aménager les frontières de la région en gardant à l'œil son empire des Indes, la France, elle, a déjà connu les clubs littéraires et nationalistes franco-libanais basés à Paris, au Caire, qui ont réclamé donc sa présence dans cette région. Et
elle va avoir non seulement une politique évidemment basée sur ses intérêts, mais elle va également, le grand défi du mandat français, je suis donc rentrée dans la deuxième phase, donc 1920-1943, ça va être de la gestion du pluralisme ethnique, communautaire, culturel des sociétés orientales. Comment gouverner et encore plus unifier cette géographie humaine faite d'une multitude de communautés, nations, des communautés-nations qui se sentent comme nations, puisqu'elles sont, à la suite de l'Empire ottoman, c'est la première identité à laquelle elles se rattachent. On n'a pas encore créé un État. Quelle entité, quel État? Donc, quand la France établit son mandat sur les territoires du Liban et de la Syrie, elle va hériter de cette société plurielle et, reconnaissant la diversité de cette région, elle va, et ne l'oublions pas, comme je l'ai dit, au lendemain de la Grande Guerre, où deux grandes minorités chrétiennes, les Arméniens et les Maronites, ont subi une véritable extermination, si j'ose dire, la France tente de concevoir au mieux ses intérêts et ce pluricommunautarisme où elle va exercer son influence. Alors, de plusieurs archives, notamment au ministère des Affaires étrangères, montrent qu'il y a notamment une lettre, un télégramme du président Millerand, à l'époque au général Gouraud, qui est le haut commissaire français au Liban, dans lequel il va suggérer une fédération ou une confédération d'États dans cette région, pour tenir compte des multiples particularismes. Donc, cette façon de gérer, d'un côté, le Grand Liban, l'annonce de l'État du Grand Liban, avec ses provinces de la Bekaa, du Nord, du Sud, rattachées au Mont-Liban, et puis la Syrie qui sera divisée en 5 États, l'État alawite, l'État de Damas, d'Alep, la région du Hauran, du Ruz. Donc ça va être une tentative de gestion du multi-communautarisme dans cette région. Mais parallèlement, je ne m'attarderai pas longtemps sur cette période de 23 ans, mais je dirais simplement que, évidemment, elle va voir s'unifier contre, au bout d'un certain temps, toute présence, aussi amicale fût-elle, est perçue comme une occupation et également va susciter une volonté d'indépendance, d'autonomie de la part des populations. Donc chrétiens et musulmans vont s'allier, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour demander l'indépendance du Liban, exiger que la France quitte cette région, notamment aidée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Anglais. Et c'est avec l'appui du général Spears, qui, bien entendu, l'Angleterre, pour qui l'aubaine est trop grande également, d'essayer de bouter la France hors de cette région. Mais il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la France de Vichy qui était restée au Liban. Et donc, le général de Gaulle dépêchera le général Catroux pour proclamer l'indépendance du Liban en 1943. Le bilan français au Liban est loin d'être négatif, il faut le préciser. En se retirant, la France va laisser des infrastructures précieuses, des infrastructures routières, transports publics, la route de Damas que j'ai mentionnée, un palais de justice, un code civil et une constitution largement inspirés de la Troisième République, donc une démocratie parlementaire, un plan d'urbanisme, le plan Écochard qu'a mentionné Mira Prince et sur lequel elle a écrit donc l'article dans l'ouvrage. Des belles figures comme Gabriel Bounour, également mentionné, qui va créer l'École supérieure des lettres à Beyrouth, Henri Seyrig, qui va créer l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient. Donc il est intéressant de relever quand même que ces 23 ans ont permis de jeter les bases de l'État libanais. Alors, lors de l'indépendance, un pacte va se sceller entre chrétiens et musulmans, le pacte national, avec le président de la République chrétien maronite Bchar al-Khouri et le premier ministre sunnite Riyad Salah. Et ce pacte national aura pour but précisément de créer une participation de toutes les communautés à la gestion, à la gouvernance de l'État libanais. C'est une forme de gestion du pluralisme, une formule de participation au pouvoir des communautés et des minorités,
de toutes ces minorités qui se sont établies dans un Liban en quête d'un espace de liberté et d'une personnalité juridique propre. Et donc, c'est aujourd'hui, après 100 ans après la naissance de l'État du Grand Liban et 80 ans après le pacte national, c'est ce pacte-là qu'il faut peut-être, à la lumière de la faillite des institutions, de la crise qui secoue l'État libanais, peut-être réfléchir à nouveau, est-ce que c'est le pacte qu'il faut redéfinir ou est-ce que c'est la formule de participation des communautés? Il y a tout un nouveau défi qui est à la base de la création de l'État libanais, auquel peut-être que nous aborderons peut-être tout à l'heure. Mais pendant cette période de l'indépendance, c'est intéressant de voir que la France continue à conserver un lien important diplomatique et politique avec l'État libanais. Je mentionnerai rapidement ce qui a été connu comme la politique arabe de la France, jetée par le général de Gaulle, et notamment avec le président Fouad Chehab, sur lequel d'ailleurs Stéphane Malsagne a également travaillé, qui était très particulièrement francophile et proche du général de Gaulle. Mais je citerai simplement, par exemple, en 1968, lors du bombardement par les Israéliens de l'aéroport de Beyrouth, la France avait décrété que le principe des représailles était inacceptable et le général de Gaulle avait décrété l'embargo sur les armes à destination d'Israël, refusant de livrer 50 Mirage qu'Israël avait déjà payés. Donc c'était vraiment une politique très, comme on l'a dit, arabe, et qui sera suivie ou peut-être attribuée également à Jacques Chirac lors de son mandat comme une politique d'ouverture au monde arabe à travers le Liban. La guerre libanaise qui est déclenchée en 1975 et qui a été également définie comme étant la guerre des autres au Liban par Hassan Touaini notamment, la France va y payer un tribut lourd avec l'assassinat de l'ambassadeur Louis Delamarre, l'attentat contre les soldats français en 1983, l'attentat contre le Drakkar, la prise d'otages, etc. Donc jusqu'à 1990, avec la chute du général Aoun, qui se réfugie à l'ambassade de France, puis en France, et les accords de Taïf qui mettent fin à cette guerre. Et des accords de Taïf à la fin de la guerre, en 2005, avec l'assassinat de Rafid Hariri, nous avons une participation de la France à la reconstruction du pays. Elle est très présente, mais une nouvelle ère également dans les relations franco-libanaises, évidemment marquées par l'amitié entre les présidents Hariri et Chirac, mais aussi ce qu'on a appelé un rééquilibrage de la politique française qui va s'ouvrir davantage aux communautés musulmanes, sunnites évidemment avec Hariri, et culturellement une implantation des lycées français dans toutes les régions libanaises, à commencer par le sud, le lycée français de Nabatillé, donc dans des régions chiites. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une demande de la diaspora chiite, essentiellement en Afrique francophone, qui, de retour du pays, souhaitait inscrire les enfants dans les lycées français. Donc, cette politique française d'ouverture de lycées français dans plusieurs régions, d'instituts culturels à Tripoli, dans la Bekaa, dans le Chouf, au sud, va marquer vraiment un tournant dans cette politique, une réévaluation de la position du gouvernement français vis-à-vis de tous les acteurs libanais. Alors, de 2005 à aujourd'hui, bien entendu, il y a également cette politique qui se positionne de plus en plus par rapport à la scène libanaise, par rapport à la Syrie et par rapport au Hezbollah. Il ne faut pas oublier que la France fait la distinction entre, par exemple, par rapport au Hezbollah, entre le parti politique, pleinement reconnu comme acteur de la scène politique libanaise avec des députés au Parlement, et la branche armée considérée comme le bras armé de l'Iran au Liban, mais aussi d'abord en tant que résistance militaire face à l'occupation israélienne, puis sur le plan régional, en tant que bras armé dans le conflit en syrien,
Et donc aujourd'hui, cette dimension régionale est très prégnante dans la politique qui se traduit, la politique européenne et française. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, avec le Liban entré dans une phase très critique, à partir de 2019, avec la crise économique, la crise financière, puis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, la France est très présente dans cette région, est très présente au Liban. Est-ce que, et là je terminerai donc ma présentation par une question, et une question qui sera adressée à l'ambassadeur Duquesne lors de sa présentation tout à l'heure. Est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, le Liban est-il encore une position essentielle liée aux intérêts stratégiques de la France au Proche et au Moyen-Orient, tant sur le plan culturel, je parlerai de la francophonie bien sûr, du réseau scolaire et universitaire, que sur le plan commercial, comme il le fut 100 ans plus tôt, comme il le fut même 50 ans plus tôt. Est-il toujours la porte d'entrée de la France au Moyen-Orient, une base de l'influence de la France au Levant, comme c'était le cas encore il n'y a pas longtemps au XXe siècle? Ou est-ce encore aujourd'hui une relation purement sentimentale? Peut-être pas purement, évidemment, les intérêts et les valeurs sont toujours là, le passé est très présent, mais voilà, la question d'aujourd'hui, c'est quid de du Liban tel que nous l'avons connu, de son rôle, de son influence, de sa vocation et de la place de la France, comment elle le voit dans la crise qui secoue les institutions étatiques actuellement au Liban. Je vous remercie pour votre écoute et je suis désolée d'avoir un peu débordé sur mes 15 minutes imparties. Merci beaucoup, Carole, pour ce rappel historique nécessaire qui permet de replacer la relation libanaise dans la longue durée. C'est vraiment l'enjeu, je crois, de cette question, d'un point de vue historique. D'abord, je voudrais commencer par donc remercier Jean-Paul Chagnolot et l'IREMO d'accueillir cette réunion, cette conférence. Remercier aussi chaleureusement Mira Prince et Carole d'avoir co-dirigé cet ouvrage très, très riche et qui est un ouvrage qui a fait appel donc, à un grand nombre d'auteurs, d'historiens notamment, que je voudrais également saluer aussi, sans lesquels cet ouvrage n'aurait pas pu exister. Alors, je voudrais au préalable insister sur un certain nombre de préliminaires avant de brosser à grands traits, on va dire, les caractéristiques de la relation franco-libanaise sur le plan diplomatique des années 50 à la fin de la guerre civile, donc dans la continuité de ce que vient de dire Carole. Alors d'abord, cette diplomatie française de Liban s'inscrit donc d'abord dans une histoire longue, encore une fois, où alternent à la fois des phases de puissance, d'influence, de déclin aussi de la France au Liban, de rivalité aussi, avec notamment les pays anglo-saxons. C'est une histoire aussi de rivalité, dans la continuité du Great Game franco-britannique de l'avant-Seconde Guerre mondiale, qui se poursuit aussi après la Seconde Guerre mondiale. Cette diplomatie française au Liban, après l'indépendance, est donc très largement une diplomatie plurielle, comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui est une diplomatie à la fois culturelle, évidemment, qui s'appuie sur un lien affectif dont on a parlé tout à l'heure, très fort, qui est aussi une diplomatie politique, avec la création par la France de réseaux francophiles, notamment au sein de la population, de certaines catégories de la population libanaise, y compris de certaines élites politiques libanaises. C'est une diplomatie aussi à caractère économique très, très important au Moyen-Orient, une diplomatie aussi militaire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, et une diplomatie aussi humanitaire dans la continuité de ce qu'avait été la grande expédition humanitaire française de 1860 sous Napoléon III, en aide aux chrétiens notamment. Et donc, cette pluralité, cette dimension plurielle de la diplomatie française de Liban, elle mobilise en même temps des acteurs extrêmement variés, qui sont à la fois des acteurs diplomatiques traditionnels, si j'ose dire, à travers les réseaux notamment de l'ambassade de France à Beyrouth, le personnel diplomatique dont la particularité est que finalement il montre une remarquable continuité depuis l'indépendance. La France n'a jamais, en tout
tout cas rompu ses relations diplomatiques avec le Liban, et inversement. C'est quand même suffisamment rare pour être remarqué depuis 1943. Et une diplomatie qui en même temps mobilise des acteurs parallèles, si j'ose dire, puisqu'on a pu constater, notamment au moment de la guerre civile, la mobilisation, par exemple, d'émissaires, d'envoyés spéciaux, qui aussi contribuaient d'une certaine façon à l'action diplomatique de la France. Donc c'est une diplomatie qui est à la fois faite d'acteurs, je dirais, officiels, d'acteurs parallèles, et en même temps qui s'appuie sur des acteurs libanais eux-mêmes, qui sont des réseaux, on va dire, francophiles très importants pour la France. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une certaine façon, l'activisme de la diplomatie française au Liban aujourd'hui, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron, est d'une certaine façon l'héritière aussi d'une tradition diplomatique française au Liban, qui déjà finalement, dont les jalons d'une certaine façon sont posés déjà après l'indépendance dès les années 1950. Autrement dit, il y a dans la relation franco-libanaise sur le plan diplomatique ce que j'appellerais un certain nombre d'invariants, c'est-à-dire un certain nombre de permanences qui sont extrêmement importantes et qui évidemment s'adaptent aussi en fonction des contextes. Et parmi ces invariants que l'on peut citer, évidemment, il y a le fait de promouvoir notamment le réseau culturel français au Liban, à travers notamment l'enseignement, les écoles, les universités. Sur le plan politique, l'idée notamment de la défense de l'intégrité libanaise, de la souveraineté libanaise, l'idée également de la non-ingérence dans les affaires libanaises. C'est quelque chose qu'on voit aussi, alors à la fois dans les discours, mais dont on pourra aussi discuter, puisque c'est aussi assez ambigu. L'idée également de discuter avec l'ensemble des acteurs de la scène libanaise, c'est aussi fait partie de la rhétorique diplomatique française aujourd'hui au Liban, de négliger aucun acteur d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans les années 50-60, par exemple. Pour un ambassadeur, pour un diplomate, avoir un poste à Beyrouth, c'est assez prestigieux. Et on voit, notamment dans le parcours des diplomates français depuis l'indépendance, que c'est un poste qui est souvent recherché, qui est parfois soit l'aboutissement d'une carrière diplomatique, ou soit un tremplin vers des postes parfois encore plus importants. Mais le Liban occupe véritablement une place très, très importante dans la carrière des diplomates, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelques petits rappels. Je pense que quand on envisage l'action diplomatique française au Liban, il est nécessaire de la périodiser. Et on pourrait imaginer que de l'indépendance à la fin de la guerre civile, on puisse distinguer 4 grandes périodes qui sont, dans un premier temps, disons de 1946 à 1958, la volonté de la part de l'ancienne puissance mandataire de conserver une influence dans son mandat, face notamment à un contexte de rivalité anglo-saxonne qui monte en puissance au Liban. Donc ça, on en reparlera. Donc maintenir l'influence après l'indépendance, qui a été aussi assez douloureuse pour la France. Il faut quand même rappeler que le général de Gaulle avait beaucoup freiné cette indépendance et que finalement, c'est l'action du général Catroux qui a été assez décisive dans l'ensemble, mais cette indépendance a été beaucoup aussi appuyée par les anglo-saxons en 1943. Il y a une deuxième période que je distinguerais dans la relation franco-britannique, qui est, me semble-t-il, la période d'un âge d'or... Franco-libanaise. Franco-britannique, excusez-moi. Donc, un âge d'or de la relation franco-libanaise qui véritablement correspondrait aux années 1958-1969. Donc 69, ça correspond donc aux déclarations du général de Gaulle dont parlait tout à l'heure Carole, suite à la destruction de la flotte de la Middle East Airlines par Israël en décembre 68. Et 58 correspondant en fait à ce qu'on appelle la première guerre civile libanaise, qu'on connaît généralement assez peu, mais qui a été un moment paradoxal qui a fait finalement triompher l'option francophile au Liban. On aura peut-être aussi l'occasion d'en reparler tout à l'heure. À partir de 1969-70, on peut parler d'une sorte de déclin, on va dire, d'influence française au Liban, parce que
les réseaux francophiles sur lesquels s'appuyait la France sont de plus en plus remis en question. Toute une œuvre, notamment l'œuvre du général Chiab qui avait été mise en place dans les années 50-60, est détricotée, on va dire, par le nouveau régime libanais du début des années 70, dirigé par Salman Frangier. C'est dans ce contexte, on va dire, d'une perte d'influence de la France au début des années 70 que va éclater donc, la guerre dite civile à partir de 75, où la France va jouer un rôle très important, on pourra aussi en reparler tout à l'heure, même si, par ailleurs, c'est le moment où le mythe, on va dire, de la tendre mère, comme tu disais tout à l'heure, va voler très largement en éclats dans la communauté chrétienne, en particulier pour toute une série de raisons qu'on pourra également rappeler. Alors, d'abord, bon, la période 46-58, je vais revenir assez rapidement là-dessus. Donc, la mise en place d'une politique d'influence. Alors, cette mise en place d'une politique d'influence, après l'indépendance, donc je rappelle que les dernières troupes françaises quittent le Liban en décembre 1946, donc cette mise en place d'une politique d'influence s'explique en partie par la crainte des diplomates français de voir effectivement les Anglais et les Américains prendre le dessus, notamment dans de nombreux domaines culturels, économiques, y compris dans le domaine de la livraison d'armes à l'armée libanaise, par exemple, dès les années 50. Et donc les diplomates français, dans les rapports diplomatiques, montrent une certaine inquiétude dans ce domaine. Et cette inquiétude est renforcée notamment par l'orientation très anglo-saxonne du président libanais Camille Chamoun dans les années 1950, qui est un anglophile très connu et qui avait, d'une certaine façon, choisi de faire adhérer le Liban à la doctrine Eisenhower qui plaçait en quelque sorte le Liban sous protection américaine, ce qui était pour un certain nombre de Libanais une sorte de rupture du pacte national. Pour autant, au moment de la crise de Suez, en 1956, il est assez remarquable d'observer que Beyrouth est la seule capitale arabe qui refuse de rompre ses relations diplomatiques avec Paris. Hein, d'où la continuité, comme je disais tout à l'heure, de la relation diplomatique franco-libanaise. Certes, le désastre de Suez fait perdre en quelque sorte un peu à Paris et à Londres leur statut de grande puissance traditionnelle dans la région, mais les relations franco-libanaises continuent, et Beyrouth devient à ce moment-là une sorte d'observatoire très important de la France pour le Proche-Orient. C'est à partir de Beyrouth que les diplomates français peuvent donc notamment observer l'évolution politique de la Syrie, de l'Égypte, etc. Donc l'idée de Beyrouth comme observatoire diplomatique de la France, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on l'a vu par exemple très récemment aussi au moment de la guerre en Syrie, quand les relations diplomatiques entre la France et la Syrie ont été rompues, Beyrouth a retrouvé une sorte de rôle aussi d'observatoire pour la région. Alors, cette volonté de renforcer l'influence de la France, elle s'exerce dans les années 50 de plusieurs façons. D'abord par une aide de la France très importante à l'équipement de l'armée libanaise. Il se trouve que l'armée libanaise est dirigée par un francophile notoire, le général Chiab, qui a créé l'armée libanaise en 1945, qui est marié lui-même avec une Française, qui a été formé en France, qui est un admirateur du général de Gaulle. Et le chef de l'armée libanaise, en fait, s'évertue à commander systématiquement du matériel militaire français et faire appel à des experts français dès les années 50, avec évidemment la bénédiction du Quai d'Orsay et du ministère de la Défense en France. Et donc, en fournissant l'armée libanaise, la France, dans les années 50, entend d'une certaine façon un peu compenser, si vous voulez, la perte d'influence militaire qui était liée au retrait de ses troupes en 1946. C'est même à un Français qu'on confie dès 1951, par exemple, le soin de réorganiser carrément l'armée libanaise, l'intendant Jean Lay, qui plus tard aura aussi une carrière au sein de la présidence de la République. Dans les années 50, à noter également l'importance de la résidence des Pins à Beyrouth, qui est, on va dire pour la France, un haut lieu, si j'ose dire, diplomatique, un haut lieu de sociabilité, où se réunissent en quelque sorte tous les amis de la France au Liban. Et c'est un lieu très particulier où la France entretient ses réseaux.
hein, à travers à la fois un certain nombre de fêtes. Le 14 juillet, c'est toujours un événement important, la résidence des Pins. Donc, on entretient notamment des amitiés franco-libanaises. On remet des légions d'honneur. Donc, on crée en quelque sorte un réseau francophile très, très important au Liban, qui est à la fois un réseau chrétien et musulman. Parce que la France comprend dans les années 50 qu'elle ne peut plus exclusivement s'appuyer sur le thème des chrétiens du Liban, car en fait la réalité libanaise a changé. D'abord, les chrétiens sont de moins en moins majoritaires démographiquement dans les années 50. En plus de ça, l'État libanais a été créé en 1901 en rattachant des provinces sunnites syriennes, et donc les sunnites libanais ont parfois rechigné en quelque sorte à faire partie de cette nouvelle entité libanaise. Et donc la diplomatie française prend acte en quelque sorte de la nécessité de prendre en considération ces populations périphériques qui sont sunnites, notamment du nord, qui sont chiites au sud, et notamment dans la plaine de la Bekaa. Donc cette prise en considération de l'ensemble finalement des communautés, c'est quelque chose qui est très important et qui revient beaucoup dans les rapports diplomatiques français de l'époque. Par ailleurs, la France donc a clairement ses réseaux, et on voit par exemple dans les archives diplomatiques qu'elle pratique d'une certaine façon, en tout cas elle généralise donc des fiches en quelque sorte qui permettent de classer les gens au Liban en fonction de leur engagement francophile ou pas. Donc certaines personnalités sont classées comme amis de la France, d'autres comme des ennemis de la France, etc. Donc c'est assez amusant de voir ça. Donc derrière cette façade de neutralité, la France a très clairement ses réseaux. Alors, il y a à partir des années 50 aussi, derrière un discours de neutralité, il y a une réalité qui est que la France a aussi ses candidats. Elle a aussi ses candidats politiques pour les élections présidentielles, par exemple. Et pour vous donner un simple exemple, le général Chehab, qui était le commandant en chef de l'armée libanaise francophile, est le candidat de la France pour les élections présidentielles de 1952, par exemple, contre Camille Chamoun. Donc lui n'est pas du tout candidat, mais la France aimerait bien, par contre, qu'il soit candidat pour placer en quelque sorte un ami de la France au Liban. Alors, cette idée donc d'intervenir de certaine façon indirectement dans le jeu politique libanais est assez structurelle derrière tout un discours finalement qui est un discours de neutralité qui est véhiculé en façade. Alors, arrive l'année 58 qui est une année importante puisque c'est une année donc de mini-guerre civile au Liban. Alors, je passe sur les détails, mais bon, au départ on a la proclamation d'une union syro-égyptienne par Nasser qui exerce une force d'attraction sur les sunnites libanais, donc il y a des dynamiques de fragmentation très importantes au Liban en 58, et donc dans cette mini-guerre civile, qui menace en quelque sorte de faire éclater le fragile consensus libanais, le président Chamoun lui-même est très contesté, parce que notamment il est à la fois très, très anglophile, et puis il a aussi un désir en tout cas soupçonné de renouveler son mandat. Donc réapparaît en tout cas la figure du général Chehab, qui finit par être élu donc à la présidence de la République avec le soutien américain et égyptien. Il est élu avec le soutien américain et égyptien parce qu'il avait notamment refusé de faire intervenir l'armée dans les troubles confessionnels de 58. Il avait voulu que l'armée reste neutre, et ça lui avait valu d'une certaine façon d'être le candidat de consensus des États-Unis et de l'Égypte, de Nasser, en 58, pour remplacer Camille Chamoun. Or, ce qui pouvait apparaître comme étant finalement une solution américano-égyptienne s'avère aussi une très bonne affaire pour la France, puisque c'est un candidat, probablement le candidat le plus francophile sur lequel la France est appuyée, qui devient président de la République en 58. Et concrètement, ça va signifier des choses très claires, c'est qu'à partir de 1958, quand Chehab prend le pouvoir, il va décider de rebâtir en fait l'État libanais sur des bases nouvelles, en recréant un État moderne. Il a considéré que la crise de 58 était en fait une crise témoignant de la mauvaise intégration des périphéries musulmanes. Donc pour lui, il faut faire une vraie politique d'aménagement du territoire, une vraie politique de planification économique et sociale, une vraie politique de justice sociale à l'égard des périphéries, et surtout créer un État moderne, c'est-à-dire
On n'avait pas, par exemple, de direction des statistiques au Liban. À l'époque, on n'avait pas d'institut qui était capable de former des fonctionnaires de qualité. Donc, il va faire appel systématiquement, Chehab, à des experts français qui vont venir au Liban pour mettre en place l'ossature de cet État moderne. Et ça va prendre un caractère tout à fait systématique. Hein, c'est-à-dire que Chehab ne jure que par la France. Il ne jure que par la France, au point de faire appel en 1959 à une mission française dirigée par un père dominicain, qui est le père Louis-Joseph Lebray, qui était déjà très connu pour avoir lancé un certain nombre de politiques de développement dans les pays du tiers-monde, au sein de l'Institut Économie et Humanisme. Et le père Lebray va être chargé par le général Chehab de mettre en place, en fait, deux choses. D'une part, un diagnostic complet de l'État libanais, dans un premier temps, et deuxièmement, de proposer, en fait, un avant-projet du plan quinquennal qui devra être mis en place à partir de 1964. Donc, l'idée d'une planification est confiée à une mission française, et Chehab va carrément intégrer cette mission française dans le cadre du ministère du Plan libanais, sur lequel il va désormais s'appuyer. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une sorte d'âge d'or, si vous voulez, des experts français au Liban, qui prend un caractère systématique. Non seulement on fait appel à tout ce qui est français, des techniciens, des ingénieurs qui viennent pour rebâtir en quelque sorte le Liban, hein, dans tous les domaines, hein, quasiment dans tous les domaines. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que Chehab fait confiance à des ingénieurs libanais, à des techniciens libanais, donc pas du tout des politiciens, puisqu'en fait il a une haine assez farouche à l'égard des politiciens, qu'il appelle des fromagistes, mais en revanche, il a une confiance assez absolue en l'égard des gens qui ont une certaine compétence, donc ingénieurs, techniciens libanais, qui, si possible, ont été en plus formés en France, alors là c'est vraiment le bouquet, ou alors dans des universités anglo-saxonnes. Donc, cette francophilie du général Chehab n'est pas en fait très étonnante quand on connaît le parcours du personnage. Il a une admiration totale pour le général de Gaulle, qu'il a rencontré dès les années 30 au Levant déjà, en tant qu'officier des troupes spéciales du Levant, et le général de Gaulle qui, pour lui, finalement, est un modèle politique. Au fond, les deux hommes sont arrivés la même année au pouvoir, dans leurs pays respectifs. Ils ont, dans les deux cas, une sorte de mépris à l'égard de la classe politique traditionnelle. Et Chehab, d'ailleurs, va consacrer son dernier texte, avant sa mort en 1973, à De Gaulle, un texte qu'il va publier dans la revue de l'Institut de Gaulle, la revue Espoir. Alors, donc, les années Chehab sont, on peut dire, des années assez décisives dans les rapports France-Liban. Alors, après la présidence Chehab, je vais un peu plus vite. Vous me dites si jamais je dois m'arrêter. Après la présidence Chehab, le rôle de la France au Liban reste encore assez prégnant. En 1965, par exemple, le Liban est, en tout cas, la France est encore largement le premier partenaire commercial du Liban, et ça va rester encore le cas jusqu'au début des années 70. Mais on voit apparaître quelques difficultés dans la relation franco-libanaise à la fin des années 60, notamment parce que les Libanais se plaignent que les produits français sont trop chers par rapport aux produits anglo-saxons, donc la concurrence anglo-saxonne est très importante. La France perd un peu des parts de marché au Liban sur le plan économique. On s'inquiète aussi du côté français d'un recul de l'influence culturelle française, notamment devant la percée de l'université américaine de Beyrouth. Et puis un certain nombre de contrats, notamment, qui ne sont pas honorés à temps, notamment des contrats militaires. On en parlait, je crois, déjà tout à l'heure, avec des contrats de Mirage, d'avions Mirage, notamment, à la fin des années 60. Néanmoins, le prestige de la France au Liban reste tout à fait considérable à la fin des années gaulliennes. Et, comme le disait tout à l'heure Carole, la déclaration du général de Gaulle suite à la destruction de la flotte, la Middle East Airlines par Israël le 31 décembre 68, affirmant que le Liban pourra bénéficier d'un soutien indéfectible de la France, eh bien cette déclaration du général de Gaulle va avoir un impact considérable au Liban. La popularité du général de Gaulle au Liban est tout à fait considérable et indirectement celle de la France. Et donc, à partir de la fin des années gaulliennes, donc débute, on va dire, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle période, qui est plutôt une période de recul, puisque
tous les réseaux francophiles, enfin en tout cas pas tous, mais un certain nombre de réseaux francophiles qui avaient été tissés dès les années 50 commencent progressivement à se distendre au début des années 70, que ce soit dans l'armée libanaise par exemple, où les nouveaux chefs d'état-major cherchent à détricoter ce qui avait été fait précédemment. L'avant-projet du plan quinquennal qui avait été en fait mis en place par l'IRFED n'a jamais été appliqué en réalité par les mandats suivants. Alors, très rapidement, la guerre civile qui démarre en 75, bon, c'est l'occasion pour la France d'être toujours très présente évidemment au Liban. Le rôle de la France, en fait, est un rôle qui varie entre médiation entre les acteurs libanais de la guerre et intervention dans le conflit libanais, mais pas d'intervention militaire en revanche, plutôt une intervention de type humanitaire, en l'occurrence, très forte. Alors, la médiation, elle apparaît au début de la guerre très, très rapidement. Dès 1975, le président Giscard d'Estaing envoie notamment une mission dirigée par Maurice Couve-du-Murville et Georges Gors pour tenter de créer un climat, on disait à l'époque, d'apaisement entre les différentes parties de la guerre. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais il était en tout cas hors de question pour la France d'intervenir militairement au Liban à partir de 75-76, comme le réclamaient un certain nombre de milieux chrétiens à l'époque. Et donc, si vous voulez, le mythe, on va dire, de la France protectrice des chrétiens va progressivement s'effriter. Il va s'effriter encore plus en 1978, quand, au moment de la guerre des 100 jours, c'est-à-dire au moment où des bombes syriennes tombent sur les quartiers chrétiens de Beyrouth, le ministre français des Affaires étrangères attribue aux milices chrétiennes, notamment, la responsabilité des affrontements tragiques du Liban. Donc ça va créer un froid supplémentaire. Bon, donc ça c'est, si vous voulez, quelque chose qui va jouer un rôle important. Ensuite, au début des années 80, François Mitterrand va négocier aussi avec l'OLP, notamment via Claude Chesson à Beyrouth, qui va aussi contribuer à refroidir la relation avec les milieux chrétiens. Et enfin, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, la non-intervention militaire française, ou la non-intervention militaire française tout court, pour prévenir les massacres de la montagne dont les chrétiens ont été victimes en 1983, qui ont occasionné de très nombreux morts et un déplacement de population considérable. Donc ça a été aussi, pour les chrétiens libanais, une sorte d'abandon finalement de la France à leur égard. Pour conclure, parce que je vais conclure, donc la France a toujours été très active au Liban, on le voit bien. Sa diplomatie donc a été extrêmement plurielle. Et elle a joué finalement aussi un rôle important à la fin de la guerre du Liban, en avalisant d'une certaine façon aussi les accords de Taïf, donc en avalisant l'idée finalement d'un Liban sous tutelle syrienne. Et ça aussi, ça a été un élément qui, du côté chrétien, a été parfois très mal perçu. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas... On est en autonomie et en autogestion. Bon. Donc, je prends la suite, si vous ne craquez pas ici ou là-bas. Et difficile d'intervenir, comme d'habitude, en troisième, après des exposés aussi pédagogiques et clairs. Je vais être un peu plus impressionniste. Merci à Carole Daguerre d'avoir eu l'idée, parce que je pense que c'est elle qui a eu l'idée de me faire venir, et Amira Prince et Jean-Paul Chagnot d'avoir accepté cela. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage d'un concept intéressant, et je pense que mettre en scène par des biographies croisées des acteurs clés forts divers de la relation franco-libanaise est quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas lu seulement les essais sur les relations diplomatiques, même si j'ai été intéressé par les deux essais principaux, celui de Stéphane Malsane et celui de Clotilde Fouché-Court. Je vais tenter de sortir de mon rôle habituel, qui est effectivement de rappeler la mission qui m'a été confiée par le président de la République française sur la base de ce qu'il a dit à Beyrouth en août et septembre 20. J'y reviendrai. Je ne vous lâcherai pas. Et c'est ma mission. Je vais parcourir ce livre de façon impressionniste, dans l'ordre. Vous voyez, j'ai des petits post-it, donc vous allez voir, c'est très très divers, les réflexions que ça m'a inspiré.
La première me vient en fait, une question qui a été posée par les deux intervenants précédents. Il est dit sur le mandat de rudes négociations avec l'Italie qui convoitait le mandat syrien. Alors, c'est une occasion pour moi de vous répondre, Carole. La France et les autres pays, comment se sent-elle aujourd'hui? Elle n'est plus la puissance mandataire, non seulement au sens où elle ne gouverne pas le Liban et n'entend pas le gouverner, mais aussi parce qu'elle ne se sent pas seule à avoir un intérêt à agir pour ce pays central. J'ai un titre baroque. Je suis ambassadeur chargé de la coordination du soutien international au Liban. Donc ça vous dit tout à la fois qu'on a souhaité qu'il y ait dans la diplomatie française quelqu'un qui joue un rôle très particulier. Il n'y a pas d'ambassadeur chargé de la coordination du soutien international au Guatemala ou tout autre pays, ou à la Bordurie ou la Moldavie. J'ai eu le bonheur, je ne m'occupais pas que du Liban à ce moment-là, il y a 4 ans, de monter la conférence CEDRE, la conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises. Depuis l'explosion du port de Beyrouth, j'ai monté 3 conférences d'aide humanitaire et je continue à accompagner le Liban auprès des bailleurs. Et demain, qui sait, après que les autorités libanaises auront conclu un accord plein et entier avec le Fonds monétaire international. Pas plus tard que ce matin, nous réunissions à Paris, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, les directeurs et directrices d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient des divers ministères des Affaires étrangères. On n'a pas parlé que Liban, mais on a parlé Liban. Et j'ai été frappé par le fait que tout le monde me disait en public, m'a redit après, il n'y a que vous, il n'y a que la France qui puissiez tenir ce rôle. Donc notre rôle n'est pas contesté. Les rivalités dont vous parliez, elles n'existent pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment le pays. Demain, l'IREMO parlera des contestations qu'a pu subir notre pays sur un autre pays de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, en recevant Christian Chesneau et Georges Malbruno. Je parle là de la Libye. Ce n'est absolument pas le cas sur le Liban, où ce que nous faisons n'est pas vu comme une rivalité. Le vrai sujet, j'en reparlerai, c'est que beaucoup de pays sont très sceptiques sur la capacité libanaise à se réformer, à changer. Et c'est ça notre rôle d'aujourd'hui, c'est de dire non, ce pays peut bouger, il continue à bouger, il a bougé. J'aurai l'occasion d'y revenir à travers un autre extrait. Mais donc, aujourd'hui, nous considérons, le président de la République considère que nous avons à continuer à mobiliser pour le Liban, pas à gouverner ce pays à la place de ses dirigeants, pas à choisir ses dirigeants, que sais-je. Je passe à un autre extrait qui dit que les chefs de l'Église maronite insistaient sur l'unité du pays, l'intégrité de son territoire, sur l'indigénat du chef de l'État, la répartition confessionnelle des sièges de la Chambre, le maintien des statuts personnels, communautaires, etc. Je n'ai pas le sentiment, sous le contrôle de chacun, que l'unité du pays et l'intégrité de son territoire fassent débat actuellement. Et c'est un point important. Pour ce qui concerne la répartition confessionnelle des sièges de la Chambre, puisque nous sommes 10 jours après les élections législatives au Liban, mon sentiment est plutôt que face à la crise que connaît le pays, les clivages sont plus, on a beaucoup parlé du Second Empire, alors je vais prendre une référence de la monarchie de Juillet. Les clivages sont plus entre ce qu'on appelait sous la monarchie de Juillet le parti de la résistance et le parti du mouvement.
Et je suis frappé de voir que dans toutes les confessions et dans toutes les origines, il y a encore, en 2022, et sans que cela ait donc un caractère confessionnel, des gens qui nient la réalité de la crise, qui ne se rendent pas compte, d'autres qui pensent que des solutions simplistes en auront raison, de passage du temps à qu'ils partent tous, ce que j'appelle, empruntant là un vocabulaire keynésien, l'illusion nominale, et d'autres, enfin, beaucoup, qui attendent le salut de solutions externes, en pensant que la crise libanaise est fondamentalement le résultat de problèmes externes. Ce n'est pas le cas. Donc cette répartition confessionnelle, elle ne me paraît pas être elle est pour une part un sujet, mais pas si visible que cela. Je vais prendre un peu d'eau. Je vous ai dit que je ne parlerai pas que de diplomatie, et donc j'arrive à la partie sur l'archéologie. Je vais vous parler un peu de Byblos. Entre 1928 et 1980, Maurice Chehab règne en maître absolu sur l'archéologie libanaise. Il faut dire que c'est lui qui a créé la DGA, qui est la Direction générale des Antiquités, et le Musée national. La mission qui m'est confiée ne se résume pas aux questions économiques et de développement. Elle inclut les divers domaines de coopération, dont les questions culturelles, patrimoniales, là. Et j'ai 3 éléments en passant qui me sont venus à la lecture de cela. Premièrement, sur la DGA. Je cite cette direction générale qui n'est donc pas, comme en France, de l'armement, mais des antiquités. Elle fait partie de ces administrations qui, au Liban, tiennent encore le choc. Et il y a encore de l'État au Liban. Pardon, mais il ne faudrait pas que la crise dure trop longtemps pour maintenir ces bouts d'État. Deuxièmement, puisqu'on parle là du musée national, je voulais dire que nous avons, après l'explosion du port, contribué, avec notamment l'association qui s'appelle ALIF, qui est une organisation internationale, à réhabiliter le musée national pour la partie touchée par l'explosion, et on est passé de la phase d'intervention d'urgence à la remise en état de l'ensemble des systèmes. Tout ça avec un grand travail fait par le musée du Louvre. Les fouilles de Byblos, elles ont repris en 2019, après 50 ans d'arrêt. Après 50 ans d'arrêt, grâce au Louvre et son département des Antiquités orientales. On a inauguré il y a quelques jours, je vous invite à y passer, une toute petite exposition au Louvre sur Byblos, où sont exposés des artefacts qui ont été trouvés depuis 2019. C'est absolument considérable. C'est 1200 pièces, je crois, et qui sont dans un état incroyable. Allez-y. Nous allons aider à créer à Byblos un espace de stockage. Tout ça a été décidé, va certainement continuer avant l'arrivée de la ministre de la Culture actuelle. Et dans ces espaces de stockage, nous allons faire à la fois avec les Libanais la conservation des artefacts, un laboratoire de restauration, un espace de visite et même la conservation et l'étude des archives, il en est question dans ce livre, des fouilles anciennes, ce qu'on appelle le fonds d'Unan. Tout ça pour la bagatelle de 500 000 €. Donc, tout ça étant postérieur à l'explosion du port. Madame Prince nous a parlé de l'urbanisme, enfin nous écrit sur l'urbanisme de Beyrouth. Beyrouth ne bénéficiera pas de ses talents, de M. Ecochard, de protecteur, car elle ne présentait pas grand-chose d'original ou de spectaculaire à protéger. Les autorités mandataires, aussi bien que les promoteurs, pouvaient y donner librement à voir le spectacle de la modernité sans s'embarrasser de la conservation de l'ancien. Il y a eu, j'ose le mot, un certain enthousiasme, si je puis dire, au deuxième semestre 2020
et début 21 pour tenter de penser la reconstruction du port dans un cadre beaucoup plus large que la simple reconstruction du port. Et j'ai souvenir notamment d'un grand colloque qui avait eu lieu, de 3 jours, qui avait eu lieu à la mi-mars 21, qui avait été organisé par l'Ordre des ingénieurs et des architectes libanais. C'est un travail pas totalement interrompu du côté de la communauté internationale. Et il y a une réflexion en cours et que nous tentons d'influencer sur le schéma directeur, le master plan du port de Beyrouth, voire sur les liens ville-port sous l'égide de la Banque mondiale. Puis dans un tout autre registre, dans mon équipe, on travaille sur des questions de formation professionnelle, sur les constructions durables, la transition énergétique, l'intelligence artificielle des bâtiments, tout ça avec des institutions libanaises, éducatives, des entreprises, des centres de formation professionnelle, etc. Le but, c'est de produire sur place, d'éviter l'exode des cerveaux, d'éviter l'immigration, donc de réfléchir à, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette ville. Je ne reviens pas sur la manière dont elle a été reconstruite après la guerre civile. Parmi les multiples tâches, il y a sur l'étagère du Parlement, ce n'est pas le seul projet de loi, mais je signale celui-là, un projet de loi de type loi Malraux, puisqu'on a beaucoup insisté sur les débuts de la Ve République, sur la conservation du patrimoine, qui est un bon projet de loi. Alors, la France ne se contente pas de dire il faut faire les réformes économiques, financières, etc. Elle dit aussi, tiens, au fait, que si vous votiez cette affaire. Je vous dis que ça sera impressionniste, je ne fais que tourner les pages, hein, donc je passe à toute autre chose. Des propos rapportés d'Ethel Hanan qui vient de disparaître. À l'école, chez les bonnes sœurs, toutes françaises, nous étions traités en petites indigènes. Il y avait une hiérarchie, il y avait d'abord les petites françaises, puis les Russes, les Italiennes, les Grecs et les autres étrangères, et ensuite venaient les petites Libanaises. Donc, pas vraiment d'égalité fille-fille, mais je suis frappé, c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup de l'absolu de l'inégalité homme-femme au Liban, parce que dans la thématique de la vision de ce pays, ça n'a pas été dit à l'instant, mais il y a que, finalement, ce serait le pays du Proche et du Moyen-Orient où les femmes seraient les plus libres. Peut-être dans la vie de tous les jours, pas en droit. Il y a à l'OCDE une mesure de l'inégalité homme-femme à travers un indice qui s'appelle SIGI, Social Institution and Gender Index. Il s'agit de prendre les textes de loi tels qu'ils sont, du droit civil, du droit de la propriété, du droit de contracter, etc., et de mesurer là, dans les textes, l'égalité ou l'inégalité homme-femme. J'étais frappé de constater que le Liban se classe dans les 10% des pays les plus inégalitaires. Donc il y a du travail là qui demeure à faire. Après les élections d'il y a 10 jours dont je parlais, il y a 8 femmes députées sur 128. Il y en avait 6 dans le Parlement précédent. Bon, progression d'un tiers si on raisonne en pourcentage, mais ça reste faible. Et une seule femme actuellement au gouvernement. Je suis frappé de voir que ce sujet est fort peu traité dans le débat public au Liban. Qu'on vit sur cette image rétinienne qui n'est pas exactement conforme à la réalité. Donc il y a des sujets, plutôt que de se dire notre avenir dépend de tel ou tel pays extérieur à nous, traitons ce sujet-là. Il y a un chapitre entier sur la Maison du Liban, dont vous avez parlé, Madame Prince. Grâce à la suggestion de l'ambassadeur du Liban en France, que je remercie, et qui préside Escalité, le conseil d'administration, je suis membre depuis 2 ans du conseil d'administration de l'institution qui regroupe beaucoup d'amis éminents du Liban. Et après 2 réunions en vidéo en 20 et 21, je vais y aller
pour la première fois à la fin du mois de juin, donc à la Cité universitaire, pour une réunion en présentiel. Je vous ai dit que ça serait impressionniste. Hein. Je reste marqué par des explications qu'on a eues en 20 et après en 21, pendant le confinement, sur le fait que la Maison du Liban au sein de la Cité universitaire était un lieu de service à la personne. Les étudiants des autres maisons, comme on dit, venaient qui faire réparer son vélo, qui récupérait des plats libanais, de la nourriture. Donc, je veux dire, vous avez à travers cette anecdote beaucoup de choses qui sont dites sur le rôle que peut jouer le Liban, à la fois centre de commerce, vous avez beaucoup insisté, de services, etc. Et ça m'a... Bon, j'ai bien aimé le chapitre sur la Maison du Liban, qui c'est une des caractéristiques de ce livre, il n'est pas béni oui-oui, et donc il n'est pas toujours gentil sur Madame Kouzami, mais je trouve que c'est assez amusant. Un diplomate en temps de crise, Prosper Bourré. Bon, c'est quoi, dit l'auteur. Un bon diplomate est un observateur avisé qui éclaire son gouvernement sur les événements de son ressort et applique fidèlement, efficacement, les instructions qu'il reçoit. Dans la pratique, cependant, les choses sont rarement aussi simples. Voilà ce que dit ce livre. Mes instructions, telles que définies dans la lettre de mission que m'a confiée le président de la République, qu'il a signée, se résument, je vous en parlais, je ne vous lâcherai pas. Et cette ambiguïté est formidable en français, qui veut dire tout à la fois je ne vous abandonnerai pas, mais je vous pousserai à agir. Et c'est un équilibre difficile auquel se tient la France. Et je pense que la deuxième version est dans la modernité. Par rapport à tout ce que vous avez raconté, on était plutôt sur le « je ne vous abandonnerai pas, quoi qu'il advienne ». Et là, c'est « oui, je ne vous abandonnerai pas ». Mais je serai là sur votre dos pour vous demander de vous bouger. Et c'est ce qui rend les choses encore plus complexes. Hein, dans la pratique, les choses sont vraiment simples. C'est que la crise au Liban est totalement multiforme et qu'il faut agir sur tous les paramètres et sans croire, je l'ai dit, que ou le dégagisme ou le nettoyage des bilans bancaires sont la solution miracle. Or, il y a encore beaucoup de gens au Liban, même normalement constitués, qui pensent qu'il y a des solutions miracles. Externes, de préférence, ou internes. On n'en est pas là. Dans le même chapitre, je lis, durant la plus grande partie du mois de juillet, le soulèvement libanais a donc pris les couleurs d'une révolte chrétienne. On est en juillet 1840. Mais je ne vais pas remplacer juillet par octobre ou novembre 2019, mais je pense, pour être dans l'actualité, que le résultat des élections d'il y a 10 jours montre bien la diversité des couleurs de la révolte. Donc il n'est pas, comme en 1840, ou comme d'aucuns l'ont écrit en 2019, seulement une révolte chrétienne. Mais je pense surtout que la révolte doit devenir réforme. Réforme profonde, réforme structurelle, ce qui ne veut pas dire ajustement structurel au sens commun du terme, c'est-à-dire politique d'austérité, mais des réformes qui touchent toutes les structures économiques et sociales et qui conduisent à réinventer le modèle de développement du Liban, qui ne peut plus être l'achat de la paix sociale par la surévaluation du taux de change, ce qui a été le fonctionnement récent. Sur cette réinvention du modèle de développement, j'avoue que je reste encore sur ma faim. Nous restons sur notre faim. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat qui a pris même dans les cercles novateurs. Alors j'ai bien aimé, M. Malsane, découvrir que le père Lebré avait été le Jacques Rueff libanais, parce qu'au moment où le père Lebré donc, faisait cette émission, j'ignorais complètement, Jacques Rueff transformait la France au début de la Ve République. Le port.
une ville moderne dont le port s'impose au tournant du XXe siècle comme le seul d'importance entre Alexandrie et Alexandrette. L'importance du port a été rappelée par Karl Daguerre. Je veux dire que nous travaillons en continu, et comme nous sommes en France en communiquant mal, sur tous les éléments de refonte du port. C'est une entreprise française qui a trié les déchets de l'explosion du port, qu'il s'agisse des déchets industriels ou des grains. Les silos sont désormais vides et donc moins susceptibles d'exploser. Nous aidons au renforcement des douanes en matériel, en logiciel, en formation des hommes. Nous travaillons sur la gouvernance portuaire, la future loi portuaire. Le port aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est juridiquement. Nous aidons sur la sécurité physique et informatique, cyber. Nous avons poussé à la prise de décision sur le lancement de l'appel d'offres sur le terminal à conteneurs. Il y a une coopération forte entre le port de Beyrouth et, vous en parliez, le port de Marseille, qui va se traduire encore plus visiblement sous peu. Donc nous sommes complètement dans le port, si je puis dire, y inclus pour y faire arriver hier 50 autobus urbains, donc qui vont servir à relancer un peu le transport public urbain au Liban. Je passe à toute autre chose, mais c'est juste, j'ai deux trucs amusants. La France a voulu, dans le monument élevé à Aurillac à Sylvestre II, montrer ce que le grand pape dut à la science et aux lettres arabes. Alors Sylvestre II, vous ne connaissez pas, il s'appelait Gerbert, c'est le pape de l'an 1000, au tournant du siècle, 999-1003, si je ne m'abuse. C'est un clin d'œil. J'ai fait mon stage de préfecture de l'ENA il y a quelques décennies à Aurillac, dans le Cantal, dans la préfecture du Cantal. Jusqu'à la lecture de ce livre, j'avais aucune conscience des liens entre Sylvestre II et le Liban. Mais ça m'a amusé de retrouver ça. Autre clin d'œil, le Haut Comité méditerranéen. En témoignent les travaux du Haut Comité méditerranéen de 1936, uniquement centrés sur la gestion de crise. Bon, ça a été là aussi une découverte pour moi, qui a été délégué interministériel à la Méditerranée, représentant de la France à l'Union pour la Méditerranée. Là aussi, une petite anecdote, un peu de regret que le Liban ne s'investisse pas énormément dans les instances multilatérales méditerranéennes, alors que je crois qu'il a beaucoup à apporter. Donc la vision d'un Liban qui serait présent dans tout ça n'est pas vraie. Bon, par ailleurs, je le redis, puisqu'on parlait de diplomates en temps de crise, nous ne sommes pas du tout concentrés uniquement au Liban sur la gestion de crise. J'en aurais terminé, et ça tombe bien pour une conclusion, on dirait, avec l'histoire de l'article sur le traité raté. La presse française, lorsqu'elle s'intéresse à cet événement, car le sentiment dominant reste l'indifférence, applaudit toute nuance politique confondue. Mais ce qui m'intéresse, c'est le sentiment dominant reste l'indifférence. Et c'est le message principal. Ce qui menace le Liban n'est pas l'hostilité de la communauté internationale, mais bien l'indifférence. Et la France fait absolument tout pour qu'il n'en soit rien, mais c'est une tâche ardue. Donc on n'est pas dans je le redis autrement, dans la thématique qui a été développée par M. Balsan. C'est de faire en sorte que le Liban reste un sujet d'intérêt commun. Et il faut sans doute là que les Libanais se départissent d'une mauvaise habitude qui est absolument héritée de la France, de croire qu'ils sont le centre du monde habité, si vous voulez. Et c'est un défaut complètement français, que de penser qu'on est dans un monde pré-copernicien, j'aime à dire, sur la France, c'est-à-dire que le monde tourne autour de la France. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas non plus
pour ce qui concerne le Liban. Et c'est une tâche très ardue pour nous deux que de se départir de ce fonctionnement, de le faire ensemble. Et je pense qu'on a à se donner des idées dans tous les sens. Voilà, donc je répète, c'était moins pédagogique, moins historique, moins clair que mes prédécesseurs, mais j'ai tenté, à travers des choix personnels, de vous donner envie de lire ce livre. Merci. Merci. Merci Pierre, on aura effectivement envie de le lire. On a quelques minutes peut-être pour ouvrir le débat, à la fois parmi ceux qui sont présents ici bien sûr, mais aussi les quelques personnes qui sont en ligne. Donc je ne sais pas si tu... Comment ça, il y a Voilà, il y en a pas, donc on va commencer par ceux qui sont en présentiel. Je t'en prie. Bien, moi j'ai vécu 15 ans à Beyrouth, alors j'ai une certaine expérience. Beaucoup de personnes mentionnées dans le livre, je les connais intimement, que ce soit les Dunant, que ce soit des ministres, que ce soit des chercheurs, enfin bref. Et je tiens à remercier mes amis qui ont contribué à faire ce livre. Bravo Carole, bravo Myrna et toutes les personnes, Chantal Verdeil, et qui ont contribué à ce travail. Je voulais... je mentionnais page 158, on dit j'étais directeur de l'Institut géographique du Proche et Moyen-Orient, et ensuite on a créé le CERMOC, le Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain. Je regrette qu'on n'ait pas pu, mais bien sûr, l'article sur l'école des lettres est très intéressant, mais il est centré sur Georges Chéadé et Picon qui ont cette collaboration entre eux. Bon, c'est formidable. Mais à l'école supérieure des lettres, il y en a qui sont devenus ministres. Hassan Salamé, que je connais intimement, le père de Léa Salamé. J'ai connu Léa Salamé, elle avait 2 ans, 3 ans, je l'ai vue grandir à Beyrouth. Puis après, elle est venue en France. Non, ce que je voulais signaler, c'est que au CERMOC, je ne parle pas de l'Institut de géographie, parce que j'ai vu aussi, j'ai formé des professeurs à l'UL, à l'Université Saint-Joseph. Mais ce que je voulais vous dire, au CERMOC, on avait un conseil qui regroupait 8 Libanais et 8 Français. Et on les réunissait à Beyrouth ou à Paris. Et c'était extraordinaire parce qu'il y avait les Libanais, c'était le ministre de l'Éducation nationale, c'était le directeur du CNRS libanais, le recteur de l'UL, le recteur de Saint-Joseph, le père du Cruet, et puis 4 spécialistes de l'histoire, la sociologue, et ainsi de suite. Et pareil, du côté français, on avait des gens très compétents, il y avait le président de Lyon, et ainsi de suite. Et chaque année, on essayait, moi j'ai été 6 ans directeur du CERMOC. Il y a eu un programme sur l'industrie, ensuite un programme sur les migrations. Et vraiment, on associait, j'ai eu des réunions avec les responsables libanais, Amin Bizri, Assad Rizk, pour montrer que ça intéressait les Libanais. Aujourd'hui, le CERMOC est absorbé dans l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, avec l'école créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Institut français d'études arabes de Damas, avec celui qui a été créé en 1944-1945, l'Institut français d'archéologie, et le CERMOC a été créé en 1977, voyez-vous, c'est regroupé à l'intérieur de l'IFPO. Mais j'avais 5 chercheurs français et 5 chercheurs libanais. Ils étaient docteurs de 3e cycle. Eh bien, il y en a qui sont encore en vie, qui travaillent toujours sur le Liban, Elisabeth Longness, Philippe Fargue ou d'autres qui sont très connus. Mais il y a 7 de ces chercheurs qui avaient au minimum 10 ans de moins que moi, parfois 15 ans. 7 sont morts. Il y a eu bien sûr Michel Seurat, mais il y en a eu d'autres. Et c'est dramatique. Moi, j'ai vécu ça de façon terrible parce que moi, j'ai 85 ans, je me disais, ça serait à moi de partir, pas à des jeunes chercheurs. Alors, il faut dire aussi que quand ils étaient à Beyrouth, la bouteille de whisky valait 2 €, enfin, l'équivalent à peu près de 2 €.
et qu'il y en a qui en ont abusé, ça c'est évident. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que on a essayé avec le CERMOC de créer, c'était utopique sans doute, mais de créer une coopération franco-libanaise. Alors, moi, je suis géographe, j'ai écrit une centaine d'articles, j'ai jamais regroupé tout cela, et c'est trop tard maintenant, mais je voulais dire l'admiration que m'apporte la lecture de ce livre. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je ne demande pas si quelqu'un veut répondre à la question. Il n'y avait pas vraiment de question, mais je Non, te remercie d'avoir fait ce témoignage. Est-ce qu'il y a une autre question ou vous voulez relire le propos, des remarques? Merci pour votre exposé. Et puis désolée pour la question que je vais poser. Il ne concerne pas directement le livre. Ma question s'adresse à Monsieur l'ambassadeur. Est-ce que les réformes du corps diplomatique auront un impact sur la façon de travailler sur le terrain? Bien. Entre les questions qui n'en sont pas et les questions qui sont sur d'autres sujets, mais peut-être que c'est intéressant d'un mot parce que ça peut avoir une implication, effectivement, et des conséquences sur ce qu'on a. Non, franchement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'est pas une réforme du corps diplomatique, comme certains veulent le dire, c'est une réforme de la haute fonction publique dans son ensemble, qui vise à assurer une plus grande interministérialité, hein, c'est-à-dire que les gens puissent passer plus facilement d'un ministère à l'autre, plutôt que de travailler dans des couloirs, dans des silos. Donc je fais partie de ces gens peut-être minoritaires, bon, pas minoritaires dans la fonction publique française, peut-être minoritaires au Quai d'Orsay, qui considèrent que c'est une réforme globalement utile à condition de garantir les carrières, de veiller au caractère professionnel des gens, etc. Mais la réponse courte à votre question sur le Liban, c'est zéro changement, mais zéro changement de la politique française au Liban lié à cela. Mais zéro changement de la politique française au Guatemala, puisque j'ai décidé de prendre cet exemple ce soir. Mais voilà. Bon. Voilà. Je peux revenir à l'IREMO pour un débat plus vaste. C'est intéressant parce que c'est quand même, il y a quand même au Quai d'Orsay, à ce point des opposants, il y a, je crois, une grève ou quelque chose qui ressemble. Elle va venir, oui, dans la semaine prochaine. Oui, voilà, donc une grève au Quai d'Orsay, c'est pas tous les jours, je crois, non, tout de non. même. Non, c'est pas plus. Bien, est-ce qu'il y a d'autres? Merci Gianni de m'avoir donné le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut en prendre encore une ou deux, non? Il n'y en a pas non plus. Ah si, il y en a une. Oui, ma question porte sur le Liban. J'ai été frappé lors des derniers événements de l'explosion. Tous les journalistes qui interviewaient les gens, à chaque fois qu'ils interviewaient quelqu'un qui était âgé au-delà de 50, 60, la réponse était en français. Et à chaque fois qu'ils interrogeaient un jeune, en général, c'était de l'anglais. Et je voulais savoir la progression, je dirais, de l'américanisation de la société. Si elle ne va pas tendre à exclure de plus en plus le français, sachant que le français en France est lui-même en train de s'américaniser d'ailleurs. Les deux. Alors, rapidement, il y a des données, des paramètres qui sont contradictoires au Liban. Oui, il y a un recul de la francophonie, du français au niveau général, y compris chez les élites chrétiennes, comme on considérait que le bastion francophone était essentiellement chrétien. Mais comme je l'ai signalé après la guerre, il y a eu une demande de français dans toutes les régions libanaises, et notamment au sud chiite, à Tripoli, ville à majorité sunnite, dans le Chouf druze. Donc il y a un besoin de français parce que c'est une proximité historique, affective, géographique pour les Libanais. Je voudrais mentionner également la création de l'ESA dans les années 90, la grande école de management francophone qui est en train de vraiment d'exploser en termes aussi bien d'activité que d'étudiants, de qualité d'enseignement et de demande d'études. Mais je pense que c'est lié à un contexte global, pas nécessairement libanais.
où l'anglais est en train de prendre du terrain un peu partout dans le monde, y compris en France, même si nous le déplorons en tant que franco-libanais, de culture donc française, attaché à la langue française, de voir qu'il y a quand même un recul, et notamment la crise actuelle, et monsieur l'ambassadeur me le confirmera ou pas, la crise depuis 2 ans, depuis 2019 à aujourd'hui, a poussé beaucoup de gens à l'émigration, que ce soit des professeurs, des élites médicales, des ingénieurs, etc. Donc là, il y a une vraie crainte, en même temps que les parents, les familles se retrouvent dans l'incapacité de payer les scolarités dans les écoles privées, les écoles francophones étant essentiellement privées. Donc il y a un vrai souci effectivement à se faire, mais qui est directement lié à la crise. Pardon. Non, je voulais juste compléter par peut-être quelque chose que qui est de l'ordre de l'observation. Il y a une espèce aussi de pragmatisme au niveau de l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir leur éducation en français et qui, au niveau de l'université, passent à l'anglais. Et par conséquent, en même temps, et par pragmatisme et par ouverture sur le monde, donc ils ont la double, et puis l'anglais en fait prend le dessus parce que voilà, donc il y a aussi ce phénomène, et je pense qu'il y a peut-être aussi, pour être un peu autocritique, peut-être des bourses qui ne se distribuent pas forcément assez au niveau de la France et beaucoup plus au niveau des pays anglo-saxons, et donc une ouverture qui se fait vers l'Angleterre et vers les États-Unis, et donc il faut observer quand même ce phénomène qui est un collège et un lycée en français, et puis l'université américaine après, ou la LAU. On a vu aussi apparaître des universités anglo-saxonnes, outre l'université américaine, qui se sont multipliées, la Lebanese American University et d'autres. C'est un phénomène à observer quand même. Donc, je veux dire juste d'un mot que nous faisons un effort sensible, bon, qui n'est certainement pas suffisant pour tout le réseau des écoles francophones qu'on appelle homologuées, massif depuis plusieurs années, mais renforcé depuis l'explosion du port. On va reconnaître, mais ça, tout de suite, ça va se retrouver dans les titres des journaux, des tweets, qu'il y a peut-être un effort à faire en matière universitaire, ça j'en conviens. On a annoncé néanmoins il y a quelques semaines un effort particulier pour l'université Saint-Joseph. Hein. Donc voilà, bon, c'est un phénomène effectivement qui est mondial, mais ce que nous faisons pour le Liban, pour la défense de la langue française, et ayant travaillé sur d'autres pays, à d'autres moments, il y a peut-être cette différence générationnelle que vous disiez, mais je vois quand même que les dirigeants, la classe dirigeante dans le sens large, continue massivement à parler français, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays qui ont... Et notamment... Mais je voulais terminer par la boutade suivante. Je cherche quelqu'un qui puisse me traduire avec toute l'ambiguïté requise. En anglais, je ne vous lâcherai pas. Parce que quand on dit que l'anglais est une langue absolument formidable, parce qu'elle permet de l'ambiguïté, alors que le français est carré, précis, etc., je cherche désespérément, depuis 2 ans, une seule phrase en anglais pour dire « je ne vous lâcherai pas ». Donc je lance le concours. J'ai quelques suggestions qui m'ont été faites, mais qui ne me satisfont point. Bien, ce lancement de concours. Encore une question, je vous en prie. Une dernière question, voilà. I won't let you down. Merci. L'ambivalence du terme, on ne retrouve pas. En anglais, oui. En fait, j'ai 2 petites questions. L'une qui concerne, dans le prolongement du questionnement sur la francophonie et le recul de la langue française, qui s'adresse plutôt à madame, peut-être, sur le paysage éditorial et justement aussi le recul, je pense, de la diffusion des livres francophones par rapport aux livres anglophones, qui est certainement dû en partie à la politique tarifaire des éditeurs français, puisqu'il semblerait que ce soit
globalement plus difficile et plus onéreux d'acheter des livres émanant d'éditeurs français que d'autres éditeurs. Donc ça, c'était aussi une question. Et la seconde, c'est dans la volonté de reconstruction du système institutionnel libanais. Il y avait eu, je crois, à certains moments dans le passé, une évocation de fédéralisme. Je voudrais savoir si, actuellement, c'est encore des choses qui sont éventuellement dans l'air. Je vais peut-être répondre juste sur la première partie, puis je laisserai peut-être Monsieur l'ambassadeur pour la deuxième ou d'autres. Sur le paysage éditorial, effectivement, déjà au niveau des éditeurs francophones, on a un net recul. Il y a eu quelques tentatives, mais il y a des piliers de l'édition francophone, comme Dar el-Nahar, qui était à la fois francophone et arabophone, qui malheureusement ont disparu. Il y a une concentration au niveau des libraires, qui est une concentration un peu malheureuse. En ce qui concerne les tarifs, je pense que ça ne pose pas de problème. On est logé à la même enseigne. C'est peut-être une politique de la visibilité. Le Salon du Livret est un grand événement, malheureusement qui depuis 2019 n'est plus. Moi, j'aurais souhaité que le salon puisse engendrer peut-être une relation franco-arabe un peu plus poussée pour être dans une dynamique. Et les acteurs libanais du livre français se sont sentis aussi un peu lâchés. Au niveau du syndicat des libraires, si vous voulez, il y a eu quand même des tensions par rapport aux différents salons du livre. Donc il faut aussi le dire. J'espère que cette formule reprendra quand même, parce que c'est un moment de grande visibilité. C'est quand même, c'était un événement qui était pratiquement le 3e du monde. Après celui de Paris et du Canada, on avait 100 000 personnes qui venaient. Donc c'était un événement incroyable où il se passait des choses formidables en termes de table ronde, en termes de brainstorming, en termes même de visibilité des auteurs français sur place ou des auteurs francophones travaillant sur le Liban ou sur la région. Donc je pense que c'est un événement absolument à réavoir. Le paysage éditorial, après, il n'y a pas une formation à l'édition. Je pense que ça devrait... et moi, j'inviterais en fait à pousser aussi un effort de la francophonie au sein de l'université libanaise. Parce que ce ne sont pas uniquement les universités privées, mais il faut peut-être commencer à réfléchir les prémices d'une souveraineté, éducative. Voilà. Stéphane, vous pouvez dire un mot sur le fédéralisme, peut-être? Oui, je ne suis pas certain que lors des dernières élections législatives, beaucoup de candidats ont porté cette thématique, très honnêtement. Ce qui reviendrait en quelque sorte à un aveu d'échec terrible aussi, parce que ça correspondrait à une forme de retour en arrière. On a déjà vu ces thématiques-là très, très largement au moment de la guerre civile. L'idée de la cantonisation, c'était déjà quelque chose qui signifiait d'une certaine façon l'échec d'un État, l'échec d'un projet aussi. Ça pouvait aussi signifier ça. Je pense qu'aujourd'hui, les candidats dits indépendants qui réfléchissent à l'avenir du Liban se demandent plutôt comment il est possible de vivre ensemble, comment il est possible de refonder un État dans lequel on puisse faire des réformes, on puisse moderniser. Mais je ne pense pas que la logique fédérale aujourd'hui soit majoritaire. En revanche, il y a dans TAEF une provision essentielle qui est la décentralisation administrative. Et cette décentralisation n'a pas eu lieu. C'est-à-dire donner une certaine autonomie aux municipalités, aux provinces pour le développement et tout. Et c'est une demande qui est portée par plusieurs courants politiques, notamment au sein des nouveaux élus, et qui reste encore à réaliser. Je vais faire de la publicité pour un événement qui a lieu le 1er juin à Beyrouth, monté par l'Institut français, qui s'appelle, c'est une association d'idées que je fais, Live Magazine. Ça existe en France,
depuis 3-4 ans, c'est un magazine oral, comme un journal, comme un magazine, avec les journalistes qui viennent exposer leur travail dans les divers domaines que comporterait un magazine, l'investigation, la politique, la culture, la gastronomie, etc. Donc ce sont des dames qui ont monté ça en France, c'est à la fois un spectacle et un magazine, et on a poussé à ce que, après une opération partiellement libanaise qu'on avait faite à Marseille dans l'hiver, il y a une édition à Beyrouth du Live Magazine. Vous n'y serez pas. C'est un événement normalement qui n'est pas enregistré. Ça disparaît. Donc, je signale ça parce que m'y fait penser la question de l'influence française, de comment savoir quelque chose. Je ne connais pas en plus le programme est toujours bâti en fonction de l'actualité à la dernière minute. Donc je ne connais pas le programme, c'est dans 8 jours. Mais si nous sommes écoutés par des gens, je les invite à aller au Live Magazine organisé avec l'Institut français. C'est une parmi, sur le livre, on a fait aussi des choses, il y a des sujets financiers dont je vous fais grâce. Par de multiples canaux, on continue d'aider le Liban, mais avec l'idée qu'on est dans une relation fraternelle, si je puis dire. Pas caritative. Bien, écoutez, merci infiniment. Merci. Merci.